Salut Louis. Merci d'être là Louis pour l'interview. On est chez Carlos que tu connais. Oui, Carlos, c'est mon ami. Comment ça va? Donc, si vous ne connaissez pas, Carlos, du patron du restaurant de Bois-de-Vert. Là, on est rue Dauphine dans le 5e arrondissement. Dont ton établissement est à la gentillesse de nous accueillir pour la grande interview de Grande Luis. Hein? C'est ça, Carlos? Toujours avec plaisir. Lui, c'est un ami de longue date et voilà, il est toujours chez lui avec tous les gens. Tu dois avoir des anecdotes sur Luis, le PSG. Hein? Des anecdotes, il y en a plusieurs. Si tu avais une anecdote pour les gens qui avaient parlé la tête sur Luis Ferrer, ça serait laquelle? Avec des joueurs, évidemment. Avec des joueurs, une anecdote qui était très cocasse, c'est Eddie Cavani, par exemple. Il voulait jamais venir avec sa Ferrari. Moi, il voulait pas. Donc, on était tous les quatre ici, et lui, il voulait jamais venir. Donc, je lui ai dit, allez, viens, parce que je voulais, voilà, qu'il ramène. Donc, il arrive, il s'égare juste là en face. Et on était avec lui, et lui, c'était tard, hein, le soir, un lundi, et voilà. Et à un moment donné, il y a quelqu'un qui passe, il y avait personne, mais il y a quelqu'un qui passe, et qui balance deux sacs poubelles en entière, et nous, on était là, donc on est sorti, on a couru, les types, ils étaient partis, et nous, avec Eddie, il m'a dit, t'as vu, c'est pour ça que je vais pas venir avec ces gens des voitures. J'ai dit, oui, t'as vraiment raison, il y a vraiment des abrutis partout. Et du coup, il est jamais revenu avec sa Ferrari? Et avec sa Ferrari, non, plus jamais. Plus jamais il est venu avec sa Ferrari, donc il voulait pas montrer, il voulait pas ça. En tout cas, merci Carlos de nous accueillir en Bois-de-Vert. Et puis, un mot sur la situation, est-ce que tu espères que ça arrive bientôt? Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus, Carlos? Là, j'espère que les vaccins ils vont arriver, que les gens ils vont être vaccinés et qu'on va pouvoir réouvrir parce que la situation elle est vraiment, il est très très dur. On est vraiment en réanimation, tous dans la restauration. Les aides c'est bien, mais c'est pas suffisant et voilà, on s'engage, on s'endette et là je sais pas combien de temps on va tenir, donc j'espère que... On espère que l'avenir sera meilleur, au moins pour cet été. J'espère qu'on va pouvoir vous accueillir ici avec des gestes barrières. J'imagine que les joueurs aussi ça leur manque. Ah oui, ils ne peuvent pas venir, c'est sûr. C'est très compliqué pour venir fêter une victoire ou manger un bout de viande ensemble, mais bon, j'espère bien que bientôt ça va être fait là. Écoute, on te le souhaite Carlos, et puis nous on se retrouve tout de suite pour l'interview, la grande interview de Grande Luis Ferrer. A tout de suite. Merci d'avoir accepté notre invitation. Non, un plaisir, Mousse, depuis le temps. C'est vrai. Depuis le temps que c'est... Il faut qu'on dise à ceux qui vont regarder cette interview que ça fait un bout de temps qu'on essaye de caler une interview avec Luis. Oui, et que bon, de par ta nouvelle activité, etc., c'est normal. On a eu un peu de mal à s'attraper, il y a le Covid et tout. Mais aujourd'hui, nous sommes là pour parler de ta carrière de recruteur, au Paris Saint-Germain. Mais tout d'abord, tu vas quand même nous expliquer qui tu es. Tu es un ancien joueur professionnel, Luis. Tu as été formé à River Plate. Oui, bon, j'ai commencé très bien, on va dire, centre de formation à River Plate. Donc j'avais connu les top du foot. C'est la même génération que Hernán Crespo, Marcelo Gallardo, Matías Almeida. Bon, une très belle génération. Donc je pensais que de suite j'étais dans ce même niveau, mais de suite j'ai compris qu'il me manquait ce talent argentin, cette technique sud-américaine que j'appelle. Mais ça m'a permis de découvrir un pays comme la France. J'ai arrivé à 20 ans à la ville de Grenoble, donc j'ai joué à National à Grenoble. Ensuite, j'ai fait Paris FC de 1997 à 2002. Il y a eu une année que c'était pas que c'était. Tu as moins joué, on va dire. Moins joué, bon. Et après, une année pour finir en Corse, Ajaccio, au Gazélec. Donc, cette petite carrière que j'ai faite en France, ça m'a permis de poursuivre d'ailleurs ta carrière de recruteur. C'est comme ça que tu as commencé dans le monde professionnel. Effectivement. En tant que hors-joueur, je veux dire. Mais en plus que ça, comme personne, à l'adaptation à ces pays, à une nouvelle vie. Je sortais de l'Argentine. Donc, on va dire qu'aujourd'hui, grâce au football, je suis là. D'ailleurs, c'est assez rare parce que tu fais Argentine-France, mais finalement, tu ne quittes plus jamais la France.
C'est-à-dire tu finis ta carrière de joueur, et tu entames une nouvelle carrière de recruteur, mais toujours en France, en Ligue 1. Et chaque fois, c'était, je jouais, j'ai fait une année au Paris FC, je disais, bon, j'ai fait une année et je rentre en Argentine. Mon idée, c'était toujours de rentrer, mais vu que la vie, c'est comme ça, on n'a pas des choses, j'ai laissé faire et voilà, et je suis très content, heureusement, que je pu continuer à travailler parce que c'est très dur par rapport à un footballeur de mon niveau, de l'après-foot, parce que j'ai eu la chance, c'est pour ça que je suis très content, on va dire, pour ma petite carrière après-football. Ouais. Donc la France, c'est quand même, on peut dire, c'est ton deuxième pays d'adoption avec l'Argentine, on est d'accord? Ah oui, plus que, 20 ans maintenant que tu es ici. Plus que ça, parce que j'ai arrivé en 96, j'ai 45 ans, donc ça fait plus de la moitié, donc aujourd'hui, et je suis bien ici. Donc même si j'ai ma famille, mes parents, ma soeur, ma famille en Argentine, mais j'ai la chance d'aller, je vous donne un exemple, en 3 mois, je suis allé 2 fois, en décembre 2020, en février 2021, j'ai pu aller 2 fois. Donc c'est-à-dire que je vais souvent, parce que bon, effectivement, par rapport à mon travail, ma nouvelle activité, voilà, donc je compte faire ces 2 allers-retours de ces 2 pays. Double vie. Voilà, c'est 2, parce que mon intention, ma vue, c'est essayer de faire un peu pour les Argentins, l'homme installé en France et vice-versa. C'est-à-dire que pour les clubs français, qu'ils peuvent compter sur moi par rapport à tout ce que c'est les marchés argentins ou Amérique latine. Hein. D'ailleurs, ta carrière de recruteur, elle commence à Nice, il me semble. À Nice, une année, oui. Ah, tu as fait une année et tu fais aussi une partie à Saint-Etienne. À Saint-Etienne. Donc, alors moi, j'ai une question sur Saint-Etienne, parce on a su bien après que Javi Pastore avait fait un test à Saint-Etienne. Et la question, c'est, est-ce que toi, tu y es pour quelque chose, ou c'était avant ou après ton... Non, bien sûr, à Saint-Etienne. Tu étais à Saint-Etienne quand tu as fait Saint-Etienne ? Oui, c'était la période... C'était la période... Omar da Fonseca, directeur sportif. Donc j'ai travaillé avec lui. C'est pour ça que j'ai pas travaillé avec lui. Donc c'était la personne. Et à l'époque, Bernard Cayasso, que c'était le président, il y avait 2 présidents comme toujours. Hein. Et Casares. Bien sûr. Et Bernard, il avait une passion, une faiblesse pour les Argentins. C'est vrai qu'il avait acheté un club de foot, c'est lui qui l'avait acheté. Il y avait par rapport le joueur célèbre, Osvaldo Piazza, donc il avait effectivement c'était cette période-là, donc dans cette période-là que ça a duré une année, que Bernard il a eu cette idée d'essayer de travailler avec un club d'Argentine, que c'était, imaginez-vous si ça a duré un peu plus, ça aurait très bien passé parce que Pastore, pendant cette année, on l'a fait venir 2 fois. Ce n'était pas que moi tout seul, parce qu'il y avait Osvaldo Piazza là-bas. Je suis allé en Argentine pour le voir, effectivement. Dans le club de Hurricane. De Talleres de Cordoba, à l'époque, parce que lui, il est cordobais de la région, donc on le fait venir. La même région dont bien sûr, oui. Donc c'était un travail en équipe. Malheureusement, il est venu, il a fait le test, il n'était pas pris. Donc il rentre à Huracán, à Buenos Aires, et c'est là où ça décolle. Il fait une saison super. Mais bon, mon travail, c'est de proposer, de faire, et après, bon, c'était pas pris par rapport à les entraîneurs. Et même peut-être c'est mieux pour lui, parce que de cette façon, il a fait une super carrière. Oui, parce que finalement, son premier club européen à Javi Pastore, c'est Palerme. Palerme, oui, c'est ça. Ouais, Palerme. Voilà la vraie histoire de Javier Pastore. Beaucoup de gens se sont posé la question en fait sur Pastore et Saint-Etienne, et comme on sait que tu as travaillé recruteur Saint-Etienne, donc au moins comme ça on a la bonne version. 2009, c'est là que tu arrives au Paris Saint-Germain, dans la cellule de recrutement. C'est Alain Roche qui te contacte, oui, c'est Alain Roche. Te fait rentrer au PSG. Est-ce que tu peux nous raconter comment s'est passé l'approche et les premiers mois au Paris Saint-Germain avec Alain Roche? Je pense que c'était grâce à Saint-Etienne qui m'a permis de me montrer, parce qu'avec Omar da Fonseca, on avait fait un très bon travail de faire venir comme même Papus Camara, Didier Socora, Chico Tiene le latéral gauche, bon, Blaise Matuidi, bon, une équipe qu'on a travaillé. Donc Alain Roche, simplement, il m'a fait une proposition pour venir à travailler avec lui, parce qu'à ce moment-là, il y avait que Eric Pécou, il venait de partir, j'arrive plus à me souvenir le nom de
le recruteur qu'il était à ce moment-là qui quittait. Donc il y avait une place qui s'est libérée. Donc il m'a fait un interview, un entretien. Mais en tout cas, parce qu'on s'est croisés dans les stades, il avait vu que et en plus, ça lui intéressait mon profil pour l'Amérique latine aussi, donc faire un peu tout. Donc j'ai eu la chance d'arriver à ces grands clubs. Pour moi, c'était Paris Saint-Germain, c'était, on va dire, dans les rêves, c'était pas faisable. Et finalement, Alan, on va dire, une chance énorme qu'il m'a donnée. Donc Luis, comme on le disait, hein, tu arrives en 2009 et peu de temps après, QSI, Qatar Sport Investment, rachète le Paris Saint-Germain. Et donc arrive Leonardo en directeur sportif. Toi, tu es toujours avec Eric Pécou à la CI de recrutement et tu participes avec l'arrivée de certains joueurs à monter la première équipe, on va, entre guillemets, QSI, avec les arrivées notamment de Matuidi, que tu avais déjà fait venir à Saint-Etienne, Papus Camara. D'autres joueurs sont arrivés. Et après, on parlera du cas Pastore. Mais c'est bien ça, Luis. Oui, non, effectivement. En 2009, juste, je pense, je n'ai pas les dates exactes, mais on arrive à faire venir à Blaise Matuidi de Saint-Etienne. Donc c'est un peu les derniers joueurs que nous, avec notre budget, Alain Roche, avec Antoine Camboiré, qu'on avait, parce qu'on avait une enveloppe. Et je peux raconter une anecdote qui m'a marqué à un moment que je parle avec Leonardo qui venait d'arriver, que pour c'était une nouvelle, complètement une nouvelle... politique sportive. Tout. Ouais. Donc ils me disent, Luis, on va faire les plus grands clubs du monde, plus grand club d'Europe, ou quelque chose qui m'a marqué, un grand projet. Donc il m'a marqué parce qu'à ce moment-là, que nous, qu'on était avec le budget par rapport à les joueurs... Parce qu'il faut dire qu'avant QSI, c'était Colonie Capital. Colonie Capital. En termes d'enveloppe mercato, on avait un budget. Serré. On avait un budget, effectivement, on ne pouvait pas faire. Et donc voilà. Donc, il y a quand même une équipe compétitive à l'époque. Il y a Julie, il y a Maro, il y a bien sûr, mais on n'avait pas les moyens des Qataris. On n'avait pas les moyens des Qataris, exactement. Et je vais vous donner une petite... un petit moment. Exactement, parce qu'on devait prendre Payet, qui venait de Saint-Etienne. Oui, voilà. Il voulait venir, il était supporter du club. Exactement, on était prêts. Tu as échangé avec lui? Oui, bien sûr, parce que c'était mon travail. En plus, c'était à Saint-Etienne, donc on voulait les faire. Mais c'est vrai que Leonardo, il est arrivé à cette époque avec quelque chose de complètement différent, de grand. Et effectivement, s'il a mené sur la table à ce moment-là qu'il était à la Rome, que ça marchait très très bien, dans ce moment-là, je dis waouh. Et même moi, j'étais surpris de Leonardo par rapport à cette nouvelle, parce qu'il fallait faire ce travail à ce moment-là, de faire venir ce style de joueur. Donc je me souviens qu'il a fait un très bon travail. Ah oui, Leonardo, quand il arrive, parce qu'il y a la première partie du mercato en été, il y a un petit complément à l'hiver 2012, avec l'arrivée de Mota. Mais à cette période-là, faire venir comme Thiago Silva, que ce n'était pas le Paris d'aujourd'hui. Et voilà, c'est ça la différence. Nous, on peut travailler, faire, mais après, il faut voir la réalité du club. Donc, oui, parce que c'est évidemment qu'avant l'arrivée de QSI, quand c'était Colonie Capital, comme je le disais, les enveloppes de mercato, elles n'étaient pas aussi conséquentes que ce que vous avez pu avoir. Et il y a un détail important aussi qu'on oublie, c'est qu'à l'époque, il n'y a pas encore le fair play financier. C'est-à-dire que quand Leonardo arrive, il peut faire ce qu'il veut, il n'y a pas de limite. Oui, mais effectivement, il n'y en a pas... Les joueurs, ils sont dans un contexte Champions League, et pour l'instant, Paris Saint-Germain, ils n'étaient pas dans les premiers top 5, ni top 10, je pense, par rapport à la Champions League, on parle de la Champions League. Donc voilà. On va parler d'un de tes compatriotes quand même, à l'été 2011, un des plus gros transferts quand QSI arrive, le plus gros transfert qu'ils font, c'est ton compatriote argentin Javi Pastore. Est-ce que tu peux nous expliquer dans quel contexte il arrive? Est-ce que pour toi, tout de suite, tu t'es dit c'est un joueur, c'est un profil de numéro 10 un peu à l'ancienne, Javi Pastore. Est-ce que tout de suite, tu t'es dit ça va coller avec le PSG, le type de joueur que tu avais déjà, toi, vu d'ailleurs à Saint-Etienne, parce que tu avais participé à son essai. Et en 2011, quand il arrive au PSG... Mais à partir du moment qu'il preuve, il nous montre tout ce qu'il fait en Italie.
il fait rêver en Italie. Et même ici, à Paris, et même moi, je n'imaginais pas qu'il va accepter de venir à Paris Saint-Germain, que ce n'était pas encore cette équipe. Il accepte, il vient, il montre qu'il a une qualité énorme, mais aussi il m'a marqué comme personne, humain, extraordinaire, une personne extraordinaire. Malheureusement, les blessures, c'est son corps, hein, ce n'est pas lui qui choisit, ou la manque de professionnalisme. C'est bien que tu le dises, parce qu'à l'époque, j'imagine que tu lisais aussi les journaux de l'époque, et il a beaucoup été critiqué sur le côté mental. Est-ce que toi, tu me dis, en fait, c'est purement physique, ça n'a jamais été un problème mental, je ne sais pas si tu es d'accord. Aucun problème en ce domaine, on le sait tous très bien, ceux qui en étaient proches, une vie très très professionnelle, mais simplement que c'est la nature. Et si les blessures, ce n'est pas... il a fait tout l'effort pour essayer de que ça n'arrive pas souvent les blessures, mais bon, J'imagine que toi, en tant qu'Argentin, les mauvais moments que lui a passés parce qu'il était blessé, qu'il était dégoûté de ne plus jouer, forcément, tu avais un rôle important au club en tant qu'Argentin pour le soutenir moralement, pour qu'il n'abandonne pas. Parce qu'il est revenu, hein. Il est revenu, il a fait des super bonnes saisons, 2013, 2014. Oui, bien sûr, qu'il a fait des très belles choses, mais aussi on a avec notre ami Carlos, il est là, il est venu manger pas mal de fois, on est venu à Volver et on a passé un moment agréable. C'est pour ça qu'on est là, on se sent, nous les Argentins, on se sent identifiés dans cet lieu. J'ai oublié de dire que, mais vous le verrez sans doute, pour ceux qui connaissent le restaurant, on remercie beaucoup Carlos, le patron du Volver, à Volver rue Dauphine, le restaurant de viande argentine, qui nous a accueillis pour cette interview, qui a tout de suite accepté. Donc, dommage qu'on ne peut pas manger la viande. C'est ça, voilà. Mais on espère bientôt une réouverture pour Carlos et pour tous les autres restaurateurs. 2013, Luis, départ de Leonardo. On connaît les conditions, il y a eu la petite histoire avec l'arbitre. Il a eu une suspension. Est-ce que tu t'es pas dit à ce moment-là, peut-être parce que le projet du PSG commence vraiment à décoller. Ils font quelques matchs références en Ligue des Champions, notamment même la première saison. Hein, ils font quand même quart de finale. Ça faisait longtemps qu'ils n'avaient pas participé. Est-ce que tu n'as pas craint un peu pour le projet? Parce que Leonardo a fait un boulot extraordinaire pendant 2 ans. Il avait monté une équipe très compétitive. Il avait réussi à persuader des joueurs dont, honnêtement, jamais on se douterait qu'ils pourraient jouer au PSG. Donc, quand même, tu t'es dit, ça va. Non, jamais douté une seconde parce que j'ai eu la chance de connaître le président Nasser, que j'ai vu waouh, il m'a impressionné aussi l'envie et la volonté et toute l'énergie qu'il mettait pour réussir. À partir du moment que tu as les leaders qui mettent autant de volonté et l'équipe de travailler, et pas simplement du côté sportif, il y a eu la marque Paris Saint-Germain, c'est le responsable Jean-Claude Blanc. Donc, un gros travail. Il venait de la Juventus. Mais bien sûr. Donc nous, on est témoins qu'en Amérique latine, jamais on voyait un maillot de Paris Saint-Germain. Et de petit à petit, on voit les maillots Paris Saint-Germain dans la rue. On est à Buenos Aires, à Rio de Janeiro, les maillots de Paris Saint-Germain. Et c'est grâce à cette marque que il y a eu un travail. Oui, le développement de la marque Paris à l'international. Effectivement, c'est un travail. Donc je n'ai jamais douté du projet Paris Saint-Germain. Parce que le président Nasser, il était convaincu, très impliqué, motivé pour en faire une des plus grosses équipes européennes. Tout à fait. Très clair. Donc quand Leonardo quitte le Paris Saint-Germain, tu es sous la houlette de Olivier Létang, c'est lui qui reprend la direction sportive. Et à ce moment-là, Carlo Ancelotti, puisqu'on n'en a pas parlé, qui était le premier entraîneur emblématique de QSI, fait 18 mois. Ensuite, c'est Laurent Blanc. Un mot sur Carlo Ancelotti. J'imagine que tu veux aussi regarder un peu admirateur, parce que d'abord c'était un grand joueur au Milan AC, et puis avant d'arriver au PSG, il avait aussi une grosse carrière d'entraîneur. Bien sûr, c'est comme tout supporter Paris Saint-Germain, voir arriver Ancelotti par rapport à... on sait qu'au niveau tactique, au niveau, il n'y a aucun doute, mais aussi au niveau feeling avec les joueurs, c'est les joueurs même qui m'ont raconté. Bon. Mais celui qui m'a impressionné, c'est Laurent Blanc. Parce que Laurent Blanc, c'est lui qui trouve ses milieux de terrain. Le fameux Thiago Motta, Matuidi, Verratti. Et la position des balles, et c'est lui qui a donné cette patte, cette marque PSG. Cette marque PSG, qui ont joué de cette façon.
Donc c'est là où, avec et en plus, j'ai eu la chance de travailler avec Laurent Blanc, Jean-Louis Gasset, dans les supervisions adversaires en Champions League. Pas besoin pour la Ligue 1 parce qu'ils connaissaient tout. Bien sûr. Mais pour la Champions, et c'est là où je peux te dire que j'ai transpiré parce que quand on faisait les meetings, et tu as Laurent Blanc et Jean-Louis Gasset, et tu dois analyser l'équipe rivale en Champions League. Et ça, c'est aussi ton travail. Et donc là, c'est une autre casquette. Ce n'est pas des recruteurs. Mais ça m'a permis beaucoup. Ça t'a fait progresser dans tout par rapport à la vision du joueur, au football. C'est grâce à eux. Donc j'ai passé un moment fantastique avec eux. C'était très, très, très fort. Et j'étais convaincu, ou je croyais à son système, à sa façon de voir les choses. J'étais concerné, donc une très belle souvenir. Il faut dire une chose, la façon de jouer à l'époque de l'équipe dirigée par Laurent Blanc et Jean-Luc Gasset, ça faisait très très longtemps en Ligue 1 qu'on n'avait pas vu une équipe jouer avec, on va dire, un peu à la barcelonaise Guardiola, tu vois, possession de balle, circulation, schéma, circuit de passe, etc. Franchement, en Ligue 1, ça faisait très très longtemps qu'on n'avait pas vu une équipe qui avait cette qualité de jeu. On est d'accord, Luis? Pour ça que j'ai remarqué, on parlait d'Ancelotti, mais j'ai remarqué parce que c'est quelque chose qui s'est sorti, on va dire, inespéré, et c'est lui qui trouve ses pattes. Est-ce que tu penses qu'à cette époque, cette équipe, parce qu'il y avait une vraie équipe type, contrairement peut-être aux années précédentes où il y a eu des blessures, etc., mais sous Laurent Blanc, il y avait vraiment une équipe type. Il y avait un 11 qui démarrait, c'était le 11 principal. Et les systèmes tactiques. Et les systèmes. 4-3-3, avec Conta devant la défense, voilà. Et ça pouvait, si Matuidi blesse, il n'était pas, peut-être c'était les premiers matchs d'Adrien Rabiot qui commençait, donc bon, je ne suis pas... Alors, on a oublié, parce qu'à la base, quand Ancelotti arrive, il y a Momo Sissoko qui arrive aussi, qui est milieu de terrain. Avec la carrière qu'il a, il est plus titulaire que Matuidi. Matuidi, à la finale, il a des blessures, Momo Sissoko, c'est vrai. Oui. Mais finalement, Matuidi réussit quand même à intégrer le 11. Et moi, la question que je voulais te poser, c'est est-ce que tu penses qu'à cette époque-là, le PSG... Parce qu'aujourd'hui, quand Neymar est arrivé, on dit « Ah, le PSG va pouvoir garder la Ligue des Champions ». Mais moi, j'ai l'impression qu'en fait, c'est plus à cette époque-là qu'on était le plus proche, peut-être, de... Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'on avait une vraie équipe et un vrai système de jeu. Moi, je pense que là, aujourd'hui, on est plus proche. L'équipe, tu penses qu'aujourd'hui... Oui. Aujourd'hui, on était à la finale. Oui, mais là, je sens que c'est... Là, on y est là. On a tout fait. C'est toute l'expérience. Il y a tout. Donc, je sens... Malheureusement, j'ai parti en décembre, donc je voulais quitter les clubs avec une Champions League, mais bon, même s'il avait gagné, forcément, t'aurais pas... Ah si, non, là, longtemps... Oui, mais là, je sens que c'est le moment. Et j'y crois, et même, je peux vous dire quelque chose, cette atmosphère saine entre le président, le directeur sportif et l'entraîneur, je pense que ça va payer parce qu'il y a eu... Là, tu parles actuellement. Nasser, Léo, Pochettino. Exactement. Aujourd'hui, je vois et je sens de l'extérieur et par rapport, bon, quand même, quand tu passes autant du temps au club, tu sais, donc il y a une très, très bonne communication que pour un club aussi, c'est important. C'est important que soit très solide entre les trois personnes important dans la décision sportive. Ça veut dire que je crois beaucoup à Mauricio Pochettino, que c'est un entraîneur qu'effectivement, que depuis toujours, que je le suis, comme j'aime bien regarder les entraîneurs, les analyser. Et depuis qu'il était à l'Espagnol, ça se sentait. Et même quand il était à Tottenham et avec Jean-Louis Gasset, on a pu faire un dîner après un match qu'on avait joué ici, que Mauricio est venu, donc ça se sentait qu'il allait réussir et que venir au Paris Saint-Germain, que aujourd'hui c'est le cas. Malheureusement, j'ai parti avant qu'il arrive, quelques semaines avant, mais c'est la vie, c'est ça. On reviendra à la fin, parce que c'est plutôt la fin de l'interview, mais toi tu quittes le PSG à l'hiver 2020.
décembre. En décembre, là. En décembre et Thomas 2020. Tuchel part quelques jours après toi. Hein. C'est oui. Noël. Noël, exactement. Le 24, le 25. Mais c'est un peu là. Voilà, On parle justement, on parle des entraîneurs, on va en parler. Tu as connu beaucoup d'entraîneurs quand tu étais au PSG, de Cambouaré, même un peu avant. Oui, Antoine, Ancelotti, Laurent Blanc. Lequel, toi, t'as le plus marqué sportivement, je parle. Hein, tu nous as parlé de Laurent Blanc. Est-ce qu'il y en a un autre qui t'a marqué dans sa façon de travailler, dans son management humain? En tout cas, bien sûr que Laurent Blanc, je viens de dire, pour quelles raisons et les motifs qui m'ont marqué. Et aussi, peut-être vous allez rigoler, mais aussi je ne regarde pas que les systèmes, parce que le système tactique, on peut l'étudier, mais le plan humain. Oui, c'est pour ça que je te parlais vraiment sur le côté sportif et humain aussi. Et Antoine Cambouaré, dès que mon arrivée aussi, il m'avait fait cet effet au niveau personne, humain. Donc il m'a resté. Donc un entraîneur comme Laurent Blanc, qu'effectivement lui, champion du monde comme joueur, mais côté sportif, ce qu'il a fait, très bien. Mais Antoine Cambouaré, au niveau humain, il t'a marqué. Il m'a marqué parce qu'à l'époque, c'est là aussi, les clubs, il était sain. C'est-à-dire qu'on pensait c'était très clair, hein, Antoine Cambouaré, Alain Roche et le président Romain Leproux. Donc il y avait une convivence en interne tous les trois, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, peut-être ça va retrouver cette atmosphère de calme pour pouvoir bien travailler, que c'était le cas de cette période-là. Mais malheureusement, ce n'était pas le même budget, ce n'était pas la même chose avant qu'après. Et puis finalement, Cambouaré, parce que beaucoup se sont dit, c'est pas juste, quand il quitte le PSG, quand il est remplacé par Ancelotti, il est premier champion d'automne. Sauf que, évidemment, que pour attirer des joueurs comme Ibrahimovic, comme Maxwell, comme Thiago Motta, pour tout le respect que j'ai pour Antoine Cambouaré, mais ces gens-là ne le connaissent pas. Et c'est important aussi, un joueur, quand tu lui vends un projet, de savoir qui va le coacher. Au niveau mondial, ce n'était pas pareil, malheureusement pour le système. C'est pour ça que je voulais faire ces petits points par rapport à Antoine, parce que si Blaise Matuidi, au moment qui arrive, il est performant de cette façon, c'est Antoine qui a fait ce travail. Néné, à ce moment-là, qui arrivait de Monaco, qui venait avec Antoine, il marchait il lui avait donné cette liberté. Et ça marchait bien, Néné. Moi, j'ai beaucoup aimé. Tu sais que Néné, il est adoré par les supporters parisiens jusqu'à aujourd'hui. Parce qu'il a avec son pied gauche, comme. Il était incroyable. Voilà, donc c'était un footballeur, c'est des footballeurs atypiques. Et c'est ça mon travail, d'essayer de trouver toutes les choses atypiques. Juste pour revenir sur les entraîneurs, à l'époque où Laurent Blanc arrive, beaucoup dans les médias, on a dit que c'est un choix par défaut, alors qu'il avait quand même fait ses preuves à Bordeaux, qu'il avait été champion de France avec Bordeaux. Et à l'époque, il y avait beaucoup de noms qui circulaient. Il y avait Mourinho, tu sais, les grands entraîneurs de l'époque. C'est comme ça le foot, il a l'opportunité, Laurent Blanc. Effectivement, c'est vrai que peut-être il y a des entraîneurs qui n'ont pas pu se libérer. Laurent Blanc, il a pris l'opportunité, il a duré finalement plus que... Il a donné satisfaction parce que... Il a donné satisfaction. Il a toujours emmené le club en quart de finale de Ligue des Champions. Bien sûr. Ah. Et il a fait cette stabilité à ce niveau-là de résultats. C'est très important pour un club. Tu rappelais aussi, même s'il n'y a pas que ça, mais c'est vrai que le système qu'il avait mis en place, moi je me rappelle que le milieu qu'il avait mis en place, donc le fameux milieu Motta, Verratti, Matuidi, sur certains matchs de Ligue des Champions, dans la presse européenne, on parlait de peut-être que c'était un des meilleurs milieux de terrain en Europe. Le fameux trio Verratti, Motta, Matuidi. Tout à fait. Louise, donc on passe à l'année 2016, changement d'entraîneur. Laurent Blanc quitte le PSG. Et c'est Unai Emery qui arrive. Un mot sur Unai Emery, Louis, sur l'entraîneur, sur l'homme, parce qu'on a parlé de Cambouaré, de Laurent Blanc. Je voudrais aussi un peu ton avis sur Unai Emery. C'est-à-dire que c'est l'entraîneur parfait pour travailler dans la direction sportive. C'est-à-dire que lui s'en occupe que du terrain, et nous, qu'on était côté sportif pour le recrutement, donc il laisse travailler.
Donc ça, en gros, tu dis c'est pas le type d'entraîneur qui t'impose des noms. Exactement. Des profils, mais pas des noms. Exactement. C'est toujours, il y a un dialogue, la communication. Mais il y a des entraîneurs, parce que c'est l'entraîneur normal, c'est la vie. Et chaque entraîneur, il a la façon de voir les choses, où il impose, où il souhaite un joueur, et parfois, parce que l'entraîneur, il faut savoir qu'il est focalisé à 200% avec son équipe, mais il a vu, il a entraîné déjà un joueur, donc ce joueur, il le connaît bien, donc il veut celui-là, mais nous, on a la capacité, parce qu'on a travaillé, notre travail, c'est ça, de pouvoir lui dire, mais bon, nous, on a quelque chose de plus. Donc voilà la différence. Et Unai, jamais, au contraire, il travaille en confiance avec la direction sportive. Donc c'est un peu le profil contraire de Thomas Tuchel qui, lui, c'est plutôt un entraîneur qui va cibler donc, des profils, mais les noms qui vont avec. Unai, c'était vraiment le contraire, quoi. Oui, parce que chaque entraîneur, il a sa façon de voir les choses, mais effectivement, avec Tuchel, je m'en occupais avec une autre personne du club. Tout le monde, on le connaît. On va en parler après. Tout le monde le connaît comme Bob. C'est lui qui s'en occupait pour le faciliter l'arrivée. Donc on a tout donné à 100% pour que lui, il puisse avoir l'adaptation plus rapide possible. On va revenir sur 2016 avec Unai Emery. Tu repères un jeune milieu de terrain argentin qui est à Rosario. Tout le monde sait dont on parle, je pense, Giovanni Lo Celso, jeune milieu de terrain, première expérience en Europe. C'est vraiment toi qui as travaillé sur le dossier en amont, quelques mois avant. Oui, parce que... Est-ce que tu peux nous expliquer comment tu l'as repéré? Est-ce que tu l'as repéré vraiment depuis très très longtemps, depuis qu'il était jeune? Comment tu l'as fait venir? Raconte-nous un peu comment ça s'est passé. C'est un peu, on va dire, c'est mon travail, c'est mon réseau en Argentine. Dès qu'il y a ces profils, comme je lui dis toujours, un pied gaucher différent, atypique, on doit me prévenir. Donc la première chose que dès qu'il a fait, même il était match de réserve, il n'avait pas encore joué. Il ne joue pas l'équipe première à Rosario. Première à Rosario encore. Et c'est là où je suis allé le voir en réserve. Et c'est là déjà, j'ai fait la réunion avec le papa. Et on a fait la réunion même avec un dirigeant du club de Rosario. Donc j'ai déjà mis en place tout. Parce que de mon côté, je me suis dit, dès qu'il va commencer à jouer en Ligue 1, les Italiens, ils vont beaucoup plus rapides, on va dire, qu'ici en France. Les Italiens, on ne parle pas du Portugal, entre Benfica et Porto, que c'est la guerre. Porto, il se met sur ses joueurs et il y a Benfica qui arrive. Donc, simplement, il faut aller anticiper. Donc, dans ce genre de joueurs, il faut anticiper. J'étais avec la famille, les papas, la maman, d'une famille très bien. C'est-à-dire que bon, nous, on a mis un petit peu plus de temps. Il y avait la Rome, ils m'attendaient toujours, ils s'attendaient. J'ai gardé le dossier chaud. Et j'ai eu la chance que les boutons verts s'étaient appuyés et on peut les faire. D'accord. Donc, parce qu'à l'époque, il me semble qu'il y avait aussi un autre joueur argentin qui a fini d'ailleurs à Tottenham aussi, il me semble. C'était un défenseur, Foyce. Juan Foyce. Juan Foyce. Aussi, mais notre travail, il était aussi dans les plans du Paris Saint-Germain. Oui, mais c'était pas la même année, pas le même mercato. Ah oui, je crois mais bon, mais ça c'est notre travail d'essayer d'avoir. Et si après il y a un besoin, aussi le directeur sportif qui à ce moment ils disent on a besoin, et voilà, au moins on présente. Et mon travail c'est de donner des solutions. C'est simplement que ça. Avec Lo Celso, j'ai eu la chance que c'était accepté. Il y a des autres joueurs qui ça n'a pas passé. D'ailleurs, est-ce que tu trouvais que la gestion de Lo Celso la première année par Unai Emery, qui a été tout doucement avec... il n'a pas voulu le lancer tout de suite. Il a peu joué la première année. Comment le joueur l'a vécu? Est-ce qu'il avait bien vécu? Est-ce qu'il avait compris que Unai Emery, en fait, il le préparait tout doucement pour le faire jouer un peu plus la saison d'après? Comment le joueur l'a pris? Parce qu'en général, les joueurs parfois sont un peu impatients, surtout quand ils... Est-ce que nous, on a l'impression que Lo Celso, il a plutôt bien vécu? C'est-à-dire que mon travail, c'était d'abord, je lui parlais à lui et sa famille que peut-être il y avait une possibilité de prêt pour l'adaptation. Oui. Donc, c'est rare que tu arrives de Rosario, tu n'as pas encore d'expérience, tu n'es pas arrivé à Boca et tu vas t'imposer au club de Paris Saint-Germain. Donc,
Et on a eu la chance qu'Unai me l'a dit, et ces petits, je pense que je vais les garder. Donc c'était la surprise que finalement il a gardé dans l'effectif. Et pour lui, c'était tout bénef de pouvoir de suite être tous les jours. À l'époque, si l'entraînement avec Marco Verratti, de voir des choses. Oui, j'imagine que lui, il va avoir des étoiles dans les yeux. Quand il débarque avec un effectif pareil. Bon, donc voilà. On rappelle que son poste, c'est plutôt milieu offensif. C'était un numéro 10 offensif, mais on voyait qu'il. Et même aujourd'hui, je pense qu'une équipe nationale d'Argentine, ils les font plus bas. C'est plus au cœur du jeu, un style à la Paredes aujourd'hui. Paredes, il est toujours à Boca Juniors, il jouait numéro 10. Oui. Et c'est ici qu'on l'a transformé en un joueur plutôt milieu. Voilà, mais il a cette technique ou cette capacité de lire les jeux et donner un équilibre et bien sûr que donner du football. Et quand toi tu échangeais avec le coach Unai, tout de suite Unai Emery, il a dans l'idée, il t'en parle de dire moi je vais peut-être le faire jouer différemment qu'en Argentine. Et pour moi, parce qu'à l'époque, il faut se rappeler que Mota est pas mal blessé, on a un vrai problème on n'a pas de milieu défensif qui joue devant la défense. Parfois c'est Rabiot qui redescend, mais on sait que Rabiot n'aimait pas trop ce poste. Oui. Et ça a fini par... Unai, il a vu de suite qu'il peut-être il pouvait les dépanner ces joueurs, c'est pour ça qu'il les garde, hein, parce que s'il y avait besoin, au moins il avait la qualité. Il y avait une pied gauche, une technique qui correspondait avec Paris. C'est pour ça qu'on l'a fait venir. Hein. Exactement. Et voilà, et finalement, je pense que ce qu'on a imaginé, au moins, en tout cas, il a pu jouer, il a pu... Et on a fait... il a eu bien sûr, et le plus important, qu'on a fait une plus-value. Parce que mon travail, c'est ça, de faire venir un joueur, et on a vendu les doubles de ce qu'on l'a acheté. Mais est-ce que tu n'as pas un regret, parce que j'imagine que tu avais quand même beaucoup d'affection pour le joueur qu'il était, est-ce que tu n'as pas de regret qu'il n'ait pas fait une plus longue carrière au Paris Saint-Germain? Parce que moi, je pense que l'année où il part, il fait une bonne saison. Oui, mais c'est vrai que c'est le football, on ne peut pas non plus... Parce qu'il y a un changement de coach, et le coach, c'est pas un profil qu'il a, on va dire que c'est pas un profil qu'il apprécie. Oui, ça n'allait pas, mais c'est... Donc pas de regret, Louis? Non, c'est les règles des jeux, c'est le football, on sait. Nous, on ne doit pas, si on amène un jeu, nous, on doit être prêt à donner des solutions et à amener des dossiers. On doit être prêt à ça. Il ne faut pas mettre trop d'affectif dedans. Là. Malheureusement, c'est ça mon problème. J'ai mis pendant 10 ans, mais affectif à 200%. Les joueurs, on peut demander à n'importe quel des joueurs à 200%, et même un peu trop, qu'après, maintenant, à 45 ans, je me rends compte que la vie, ce n'est pas que le football ou que Paris Saint-Germain. Et moi, j'ai ma femme, je ne sais pas comment il a tenu. Et un mois, il m'a vu une fois, j'ai dit non, des frais. Il m'a vu 2 nuits dormir un mois de février. J'ai dormi 2 nuits à la maison. Le reste, on partait Champions League et UEFA. Là, il y avait les mardis, mercredi Champions League, jeudi UEFA. Et si on était week-end, si on était au Portugal, on faisait jeudi, vendredi, samedi, dimanche au Portugal, on voyait le championnat pour connaître. Donc le foot, c'est permanent. Donc il faut comprendre quand couper, famille, les enfants. Donc voilà, j'ai eu la chance, on va dire, de pouvoir sortir bien. C'est-à-dire que j'ai sorti de cette boule enfermée, même avec vous, les journalistes et tout. Jamais le téléphone, c'est journaliste, je ne suis pas... Tu parlais pas non, pas du tout, parce que je n'ai pas... Et par moments, je me disais, je devrais parler parce qu'ils racontent des conneries. Donc si on ne donne pas d'informations, si on ne dit pas la réalité, si on ne dit pas... Mais après, j'ai vite compris qu'il ne faut pas rentrer dans ce monde parce que... Peut-être on essaye qu'on va faire du bien, mais à la fin... Ça se retourne contre toi. Voilà, donc... mais bon, c'est une petite... Je voulais que tu me dises un mot, parce que il arrive la même année, sur un joueur ici qui a été considéré en France comme un génie, mais qui n'a pas eu une carrière qu'il aurait dû avoir, c'est Hatem Ben Arfa. Est-ce que tu peux lui donner un mot, toi, sur ton ressenti? Est-ce que, toi, si on t'avait demandé ton avis, tu aurais validé le profil? D'ailleurs, est-ce qu'on t'a demandé ton avis sur lui? Ou... Voilà, parce que même les joueurs à l'entraînement disaient que c'était un génie, mais malheureusement, pendant 2 ans, on ne l'a pas beaucoup vu. Après, il y a eu le relationnel avec Unai, c'était un peu compliqué. Mais sur le joueur lui-même, sur Hatem Ben Arfa, toi qui aimes bien les joueurs un peu techniques, qu'est-ce que tu penses quand tu l'as vu arriver? Qu'est-ce que tu en as pensé? Je suis, comment dire, ce n'est pas le seul qui va dire que la technique qu'il a, ou son pied gauche, voilà, il avait le niveau, à ce niveau, bien sûr. Mais après, c'est pour ça que je dis toujours que le foot aussi, c'est
tout un ensemble. Et pour lui, malheureusement, j'ai eu une très bonne relation pendant que, effectivement, c'est pas parce qu'il ne jouait pas que je l'avais. Au contraire, c'était un garçon très agréable. Donc, malheureusement, pour lui, ça n'a pas collé. Mais bon, c'est. Il a manqué deux, trois choses peut-être dans sa vie à l'extérieur qui ferait qu'il aurait pu réussir son passage au PSG, mais... Honnêtement, je n'ai pas la réponse. Honnêtement, je n'ai pas les pourquoi. Mais sur les qualités du joueur, on est d'accord. La qualité du joueur... à l'entraînement, etc. Incroyable. Les jours qu'il était... Il avait le niveau Paris Saint-Germain. Louis, on passe à l'été, au fameux été 2017, un été grandiose pour le Paris Saint-Germain parce qu'il y a deux immenses stars qui arrivent. Tout d'abord Neymar, le Brésilien en provenance de Barcelone, qui a fait beaucoup de mal lors de la fameuse remontada, on en reparlera un petit peu. Et un super espoir qui est Kylian Mbappé, qui vient d'achever une saison incroyable avec Monaco, que ce soit en championnat et en Ligue des Champions. On connaît un peu tes rapports avec Mbappé, parce que tu le suis depuis très longtemps. D'ailleurs, le PSG avait voulu le faire signer à l'époque où il signe en formation à Monaco, il a 13 ans il me semble. Et Olivier Létang a essayé d'avoir beaucoup de contacts, j'imagine toi aussi, parce que c'est ton travail. Est-ce que tu peux raconter encore, parce que je sais qu'on t'a beaucoup demandé, mais là c'est pour les gens de Paris United, comment tu as réussi à convaincre Kylian? Comment vous, parce que j'imagine que tu n'étais pas tout seul, mais je sais que tu as été très très important, notamment avec son papa, un rapport de confiance. Ça c'était très important pour la famille Mbappé qui donne beaucoup d'importance au rapport humain. Est-ce que tu peux nous refaire un peu le parcours, le cheminement qui fait que finalement il ne choisit pas le Real et il choisit le Paris Saint-Germain? Bon, en tout cas d'abord, quand il était jeune, avant de cet été 2017, c'était Marc Westerloop. Oui, c'est ça. Qu'il avait là. Même je me souviens toujours, c'est lui qui me dit, Louis, il faut que tu vois ces joueurs. Donc il joue à Monaco, mais regarde-le parce que... donc c'est lui qui me prévient en avance et c'est lui qui a la relation avec les contacts et la relation très amicale, professionnelle, mais il était... Et je pense que cet été 2017, dès qu'on fait la première déjeuner avec Antero, il me pose la question. Donc pour moi déjà, il me pose la question, c'est qui qu'on devrait faire? Oui, parce que avant, je rappelle juste que Antero Henrique arrive en 2017. Exactement. Donc j'étais déjà, je connaissais très bien les joueurs, comme la plupart du monde. Ils nous avaient fait une Champions League fantastique. Bon. Mais la question qui me pose Antero Henrique, le nouveau directeur sportif, lui, il faut faire un joueur. Et si tu dois faire un, il me pose la question. Donc je lui dis, mais à 100%, il n'y a aucun doute, c'est Kylian Mbappé. Donc j'ai eu la chance que lui, il était dans les mêmes visions, ou idées, stratégies. Donc il m'a donné carte blanche pour faire tout ce qu'il faut aller faire. Parce qu'on rappelle que lui, au même moment, il est sur Neymar, qui est un dossier qui est difficile, parce que c'est Neymar. Oui, mais ce n'était pas pareil. Bien parce sûr, que Neymar, c'était... Il était déjà installé, il avait déjà une carrière, alors qu'Mbappé, lui, démarrait sa carrière. C'est-à-dire que Neymar, il était... Voilà, il n'y avait pas un transfert proche. C'était Kylian, qu'on savait qu'il y avait Real Madrid, qui avait attiré tous les grands clubs. Donc c'était différent. Donc pour ça qu'on a dû faire, et il m'a donné cette possibilité de me concentrer à 100%, et aussi la chance que je n'étais pas en face d'un agent. C'est là où ça jouait. Oui, parce que c'est Wilfried Mbappé, donc le père de Kylian, voilà, c'est avec lui que tu échangeais. Et lui, il sort du football. C'est un homme du foot. Oui, c'est un coach aussi. C'est un coach et tout. Donc c'est un homme. Et à partir du moment que tu es en face avec une personne comme lui, c'est plus facile, vous parlez le même langage. Exactement, ce n'est pas un agent. S'il était un agent, jamais il aurait été à Paris Saint-Germain. Il aurait parti. Il y a combien de cas Real ou part en Angleterre? Je ne dis pas qu'il a fait un bon choix, non. Je dis simplement que souvent, à 17 ans, 18 ans, ils partent les jeunes
à l'étranger que c'est difficile, ce n'est pas la même adaptation. Est-ce que c'est ce levier-là où tu as insisté là-dessus en disant pour Kylian, c'est quand même mieux, parce c'est un jeune joueur quand il arrive au PSG, il a 18 ans. Bien sûr. Est-ce que c'est aussi le discours que tu tiens à son père en disant, franchement, pour sa progression, aller tout de suite au Real Madrid, en sachant qu'au Real Madrid, à l'époque, il y a les Lucas Vasquez, Isco qui commencent à monter. Il n'était même pas sûr de pouvoir vraiment avoir du temps de jeu à Madrid. On a eu la chance que c'était un travail en équipe. Parce que les jours, avec Antero Henrique, les responsables, les directeurs, on se rendait compte qu'on a su, par Madrid, eux avançaient fort, et qu'on devait faire quelque chose, on a fait un rendez-vous à Bondy, à la maison, et ils viennent Unai, Marc Westerloop, donc les gens, et c'est Antero Henrique, on a tout mis les vannes, et on est parti pour les montrer vraiment. Et c'est le coach Unai qui lui a donné la parole, qu'il allait jouer, et il a tenu parole. Donc c'était un travail en équipe. C'est pour ça que je dis, ce n'était pas que moi ou quelqu'un, un travail. Ça, c'est un travail en équipe. Même le président Nasser, il a fait tout le possible et il le souhaitait. Donc on avait tous la même vision. Est-ce que l'atout principal pour faire venir Mbappé, c'était le temps de jeu? Est-ce que c'était peut-être l'atout le plus principal pour convaincre Mbappé qu'au PSG, il jouera beaucoup plus qu'à Madrid? Peut-être. Ça, c'est des choses qu'en famille, en interne, ils ont pu analyser, vu notre discours. Eux, ils ont entendu le discours des autres équipes. Mais... Parce qu'on dit aussi que Mbappé il a été touché aussi par le discours footballistique d'Unai, du coach Emery. Je n'ai jamais dit ça. Mais je peux vous dire qu'il réfléchissait par rapport au projet du football. À aucun moment on a parlé d'argent. Oui, bien sûr. À aucun moment. C'est-à-dire que c'est une preuve avec un agent. Comment on fait avec un agent? Ouais, non, c'est compliqué. C'est grâce. Ça parlait beaucoup plus football. Football, humain, c'est Paris. Et il faut savoir que c'est un supporter de Paris Saint-Germain. Donc c'est un supporter. Kylian, il était supporter. Même, effectivement, oui, je vous raconte une anecdote. Même si on était dans sa réunion, et je vais aux toilettes, et je rentre vite, et je lui dis à Antero, va aux toilettes. Il sort des toilettes, et après, on s'éloigne pour parler. On a vu dans les toilettes, il y avait les photos Cristiano Real Madrid, avec Cristiano Ronaldo. Mais c'est normal, parce que c'était un idole, mais rien à voir. C'est-à-dire que c'est une belle... Pour nous, ce type de choses, c'est-à-dire c'est un signe qu'on devrait travailler plus, donner tout si on voulait l'avoir, parce que sinon on le perdait, c'est normal. Et une autre anecdote, je venais de trépasser, à l'époque c'était dans le sud, dans une maison à Cap d'Aille, et je rentre, je prends l'avion, j'atterris à Orly, 22 heures du soir, j'avais été toute la journée avec eux, j'ai fait le point. J'arrive pour manger quelque chose, j'étais tout seul, restaurant Volver de notre ami avec Carlos, je suis avec lui, il m'appelle, on fait le point avec Antero, je sors, et on a vu qu'on n'avançait pas, qu'il faut être présent à lendemain matin, le premier vol, 6h30, j'ai repris l'avion, j'arrive à Nice, j'ai lu la voiture, je vais à la maison, mais lui, on était jusqu'à... Il t'avait vu partir. J'avais parti les uns, mais voilà, il faut aller être là. Tu voulais vraiment montrer que le PSG, c'est un vrai intérêt. Ouais, c'est parce que c'était pas que moi tout seul. C'est pour ça que j'ai dit que c'était les points, et c'était du président, c'était de tout le monde. Et à partir du moment qu'il y a une force, une grande force, il faut être unis pour faire le travail. En plus, on a eu la chance, comme j'ai dit, qu'on était en face des gens football. Ouais. Donc là, après, parce que malheureusement, ça a mis du temps par rapport au fair play financier. C'est simplement que ça. C'est pour ça que c'était... Il fallait trouver l'accord qui non seulement permette aux joueurs de venir, mais aussi protéger le club.
voilà, c'est un domaine que je ne maîtrise pas, c'était fair play. Jean-Claude Blanc, voilà, c'est un domaine, oui, effectivement, c'était un domaine que c'est fair play financier au niveau d'argent. Donc, malgré que j'étais avec Antero en négociation avec Monaco, avec Vadim, on était pour négocier, mais après, il y avait cet aspect-là qu'on ne pouvait pas... Ça dépendait plus de vous. Et ça dépendait... Nous, mon devoir, c'était de garder, de lui montrer qu'il y avait toujours l'intérêt. Et si ce n'était pas... Si il était un agent, jamais il aurait entendu le dernier jour de Mercato. Non, c'est sûr. Donc voilà, donc c'est une anecdote qui me donne la raison quand je dis football, c'est toujours plus simple de parler avec des gens de football. Ah, ouais. Que parler avec des agents qui vont te parler finalement que d'argent. Pas des agents. Souvent, ça m'est arrivé. Et la première chose qui me parle, c'est la commission. Et là, je parle et c'est pour ça que j'ai arrêté de travailler. J'ai lancé, qu'on parlait tout à l'heure, parce que je ne comprends pas comment il y a des gens qui peuvent s'occuper des joueurs de foot. Il y a des agents très bien. Mais il y en a d'autres, on sait pourquoi ils sont là. Donc, ils voilà. sont là que pour l'argent. Pas pour la carrière du joueur ou pour le bonheur ou le bien du joueur. Exactement. Je voulais que tu me parles un mot quand même d'Antero, parce que quand il arrive en 2017, toi tu es déjà là depuis un bout de temps, ça fait 8 ans que tu es au Paris Saint-Germain. C'est un directeur sportif qui avait fait toute sa carrière au FC Porto, qui était très focalisé sur le scoutisme. Il avait beaucoup de scouts à travers le monde. Moi, on m'avait raconté que c'est parce qu'il y a eu plusieurs entretiens à cette époque pour prendre un directeur sportif. Et lorsqu'Enrico arrive et discute avec Nasser, on m'a dit qu'il a déployé une carte en lui disant voilà, moi mes scouts ils sont là, et en fait c'était quasiment dans le monde entier. Et c'est un peu comme ça qu'il a réussi un peu à convaincre Nasser Al-Khelaifi. Moi je voulais juste que tu nous parles de ta relation avec lui, et j'ai l'impression quand même qu'il t'a fait beaucoup confiance. Notamment, tu nous l'as dit sur Mbappé. Qu'est-ce qui t'a apporté, Antero Henrique, pour ta carrière au PSG, mais en tout cas, parce qu'on te catalogue beaucoup comme recruteur. Moi, je sais que tu ne faisais pas que ça. On va parler aussi de la partie vente, où tu as été très importante. Mais qu'est-ce qui t'a apporté, Antero Henrique, en 2 ans de collaboration, Luis? D'abord, les premiers déjeuners que j'ai eus, il venait de prendre les commandes du club. Je pensais qu'il allait me virer. Parce que si elle avait essayé de les piquer un joueur, à l'époque, Andrés Gómez, un attaquant, fin de contrat, jamais il a perdu un joueur, rien. Il y avait les seuls que j'ai failli les prendre, que je me suis dit, il va me voir. Et au contraire, très très bien passé. Et pour répondre à ta question, après d'avoir vécu 2 ans avec lui, 24 heures sur 24, parce qu'il travaillait, c'est sa politique, il travaillait en équipe, comme Maxwell, il était coordinateur sportif. On avait une petite équipe et on faisait les dîners chez lui. Il venait dîner à la maison. On a fait des dîners, c'est-à-dire que, ou dans le restaurant, mais on finissait les dîners, mais le lendemain matin, on faisait le petit déjeuner. Et on passait 24 heures. Et c'est que du travail. C'est un gros travailleur. Voilà, c'est sa façon de voir les choses. Et une fois que tu passes, tu vois une autre mentalité, une autre façon de travailler, de comment il travaille. Donc j'ai eu la chance qu'il s'est ouvert. Il m'a fait confiance. De toute façon, à ce niveau-là, il faut travailler avec confiance. Il faut savoir déléguer aussi. C'est-à-dire qu'il t'a fait confiance quand tu ne pouvais pas faire quelque chose, tu faisais confiance pour que... Et bien évidemment, parce que c'est important aussi de rendre, parce que c'est important de tous les secrets que ça tient, que je parle des journalistes que j'avais même non, parce que chacun focalisé à son poste, c'est-à-dire qu'avoir les pieds sur terre, on ne pouvait pas faire... Oui, c'est un petit mot aussi, il faut que tu nous parles d'un joueur qui a rejoint le PSG en même temps que Neymar et Mbappé, c'est Dani Alves. Parce que moi je sais que en catastrophe, tu es parti à Barcelone, il me semble, pour le... Tu vas me raconter l'histoire, comme ça je ne vais pas dire de bêtises, je te laisse parler. Raconte-nous un peu comment ça s'est passé. Normalement, il y a eu pas mal de choses, mais au moins une, je veux dire. J'étais dans la voiture avec Antero et Maxwell.
pour moi, c'était mort. C'est-à-dire qu'il n'y avait plus rien à faire. Pour Daniel Alves. Pour Daniel Alves, c'était City. C'était déjà même l'avion prêt tout partir parce que c'était Maxwell qui était au téléphone. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais entre les deux, entre Antero et Maxwell, ils ont arrivé à que l'avion atterrit ici. Donc, il devait aller à Manchester. Ils ont fait un stop. Ils l'ont dérouté. Il est arrivé au Bourget. Exactement, ça atterrit à Bourget et Maxwell, Antero, ils ont fait le travail qu'il faut. Ils ont réussi à le convaincre pour que l'avion il parte tout seul, vide. Il n'y a plus personne. Incroyable. Et donc Guardiola, il attendait à l'aéroport à Manchester. Incroyable cette histoire. Et je ne sais pas si l'avion ne s'était pas pris par City déjà. Je ne veux pas rentrer, mais simplement que voilà, c'était... Moi, la question que je et j'ai appris à ce monde-là, parce que pour moi, c'était déjà mort, c'était déjà fait. Il fallait tourner la page. Donc j'étais en train d'activer une autre piste qu'on avait. Et eux, ils m'ont prouvé que non, que dans le foot, il faut... C'est comme un match de foot. Ça dure 90 minutes. Je crois que l'arbitre, il ne siffle pas. Et c'est pas fini. Voilà, ça c'était le but à la dernière minute. Fini. Dans les arrêts de jeu. Mais on est d'accord, Louis, que la décision de Daniel Alves, elle était prise de rejoindre City. C'est pas forcément le fait que Neymar signe. C'est pas ça qui a fait basculer. C'est vraiment, lui, il avait pris sa décision, mais vous l'avez quand même persuadé que le meilleur choix pour lui, c'était pas City, mais le PSG. Il n'y avait pas que Neymar qui l'a fait balancer, quoi, en gros. Il y a eu un gros travail. Il y a eu un gros travail, effectivement. Parce que pour lui, c'était... Il suivait, l'entraîneur Guardiola, il le suivait. Donc, voilà, donc c'est simplement, parfois, quelquefois, ça paye, la réussite d'un travail. Et là, j'ai remarqué Maxwell et Antero, parce que pour moi, et je reconnais que j'allais lâcher. Et c'est là où la preuve où il ne faut jamais. 2 dernières questions sur ton passage au PSG. Il y a eu beaucoup de problèmes avec les gardiens de but. Quand je dis problème, ce n'est pas des problèmes, j'ai tous des bons gardiens de but, mais le PSG, on a l'impression qu'ils n'ont jamais eu un top gardien, où ils en ont visé beaucoup. Mais ça, ça a été parfois un peu compliqué. Je sais qu'il y a eu des contacts avec De Gea à une époque de Manchester. Vous visiez quand même de grands gardiens, mais ça n'a jamais pu se faire. Et en 2019, avec toi et Antero, parce qu'aujourd'hui, Keylor Navas, il est adoré par les supporters parisiens. Vous réussissez à le convaincre lui aussi, parce que à Madrid, on vise Courtois. Keylor Navas qui fait une grosse carrière à Madrid, qui est un très bon gardien, qui gagne des Ligues des Champions, mais la direction espagnole, voilà, ils veulent Thibaut Courtois. Et vous réussissez quand même à convaincre Navas, qui peut faire aussi une très belle carrière au PSG. Et c'est vous, toi et Antero Henrique, qui arrivez à le convaincre de signer au Paris Saint-Germain. Je veux dire plutôt c'est Antero Henrique qui a laissé les dossiers prêts. Et heureusement que Leonardo il a pris une décision. La décision qu'il a prise, c'était vraiment sportif. Donc lui aussi, il a cru. Donc c'était un travail des deux, on va dire. On va dire que Antero a quand même fait le plus gros pour la négociation. Il a, effectivement, parce que toujours, un dossier, ça se prépare avec du temps. Ce n'est pas d'un jour à lendemain. Donc là, c'était bien préparé. Et le jour, comme j'appelle appuyer le bouton, comme il n'était plus Antero Henrique au directeur sportif, il y a eu l'arrivée de Leonardo. Et Leonardo, il a appuyé les boutons pour faire venir. Donc très bien des deux côtés. Mais on est d'accord que, comme je le disais au préalable, pourquoi je dis ça, c'est pas pour insister là-dessus, c'est que beaucoup de supporters ne connaissaient pas forcément les négociations qu'il y avait eu entre Antero Henrique et Keylor Navas. Beaucoup pensaient que c'était uniquement Leonardo, c'est pas du tout un reproche, hein, mais moi je voulais juste, voilà, parce que quand je le dis, on me croit pas en fait, tu vois. Non, donc, parce je voulais juste que tu confirmes que les premières négociations, évidemment, c'était. Mais c'est quelque chose d'évident, parce qu'on ne peut pas faire un joueur. Du jour au lendemain. Le football, on met du temps, c'est un travail. Et c'est vrai que Leonardo, tu confirmes, il aurait pu, en tant que nouveau directeur sportif, dire non, moi j'en veux pas. Mais bien sûr. Mais lui, il sait quand même que c'est un grand gardien. C'est pour ça que je remarque les deux. Bien sûr. Les deux directeurs sportifs, Antero Henrique et Leonardo, que c'est grâce à les deux. Un d'un côté qui a fini quelque chose et l'autre qui l'a validé.
C'est très simple. Grand joueur, Keylor Navas. Bien sûr, aujourd'hui, on est tous contents, et vu ce qu'il a fait les dernières prestations contre Barcelone. Donc, et c'est très important, un gardien de but, et comme personne, calme, fantastique. Donc, super. Il y a une chose aussi qui est moins connue, et sur la partie PSG, on arrêtera là, c'est ta contribution, évidemment avec Antero Henrique, au fait que le PSG ait réussi en termes de vente à l'été 2019 à faire un grand mercato, mais côté vente, ce qui n'avait jamais été fait sous QSI. On a dépassé les 100 millions d'euros de vente avec des joueurs aussi, des joueurs formés au club en plus. Hein. C'est vrai que c'est un point. Diaby, Nkunku, Zagré, Wea. Il y avait Diaby, Ensoki. Ensoki à Nice. Zagré, Wea. Timoteo Ali, Moussa David. Faites partir aussi Krikoviak à Moscou. Jean-Kevin Augustin. Un peu avant. À Leipzig. Tu sais qu'à l'époque, les supporters parisiens trouvaient incroyable que le PSG réussisse à vendre Jean-Kevin Augustin une somme pareille à Leipzig. Et je vais vous donner. C'est un peu. Mais bon, je vais prendre les risques de vous dire quelque chose. C'était presque vendu, Jean-Kevin Augustin. Donc les Allemands, ils viennent. On est dans un grand hôtel à Paris. Et le nouveau directeur sportif, c'est Antero Henrique. Donc, il donne l'offre. Que c'était convenu apparemment, il disait que c'était avec l'ancien, mais lui, ça ne lui convenait pas du tout. Mais il lui a dit, pour ce prix, je ne le vends même pas lui. Il part, il met une pression. C'est un homme, un vendeur, c'est-à-dire qu'il sait vendre. Il explique pourquoi, comment, et les bonus qu'il met, qui a fini vendre. Je ne sais pas si c'était 15 millions d'euros. On est entre 15 et 20 avec les bonus 17 18. Voilà, ça a monté à ces prix-là. Est-ce que tu peux nous dire le prix initial auquel il aurait dû être vendu? À 5 millions. On est passé des 5, on est passé à 15. Je n'ai pas les numéros exacts parce qu'ils sont sortis et tout. Ça, c'est entre 15 et 20. Mais il n'y avait pas écrit quelque chose officiel des clubs, soit à la direction. Moi, je n'étais pas au courant non plus d'un prix. Donc, effectivement, il a défendu. Donc, il sait très, très bien défendre. Hein. Très bien défendre. Et c'est là aussi, ça tombe bien qu'on parle. Parce que moi, je n'ai jamais pu parler. C'est quelque chose. Parce qu'on n'a pas remarqué dans les médias pour les critiquer. On n'a pas remarqué, parce que ce n'est pas que aussi Mbappé et Neymar, mais on n'a pas remarqué que c'est tous ces ventes-là, il y a plus de 100 millions d'euros. Oui. Et à l'époque, parce qu'on avait un fair play financier, comme j'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas mon domaine, parce que les comptes, ce n'est pas mon domaine, mais on savait qu'il faut aller vendre, qu'il faut aller... C'est pour ça qu'il y avait une politique aussi d'aller récupérer des jeunes pour pouvoir vendre. Donc, c'était toute organisation, une stratégie. Mais les gens du football qui sont apparemment qui connaissent tout, les spécialistes qui savent tout, jamais un mot de les ventes. Comment c'est difficile de vendre? Parce que acheter, même moi je peux acheter, même Luis Ferrer, ouais, c'est facile. Vendre, c'est difficile. Et c'est là où j'ai pu, c'est un point très fort qui m'a pris Antero Henrique. Il n'y a pas non plus, il n'y a pas la boule de cristal non plus, il n'y a pas la recette, hein, plutôt la recette, mais simplement, voilà, c'est des choses que ça tombe bien pour faire ces remarques que tous ces ventes qu'on a pu faire et les gens des sorties, de donner des possibilités. Donc, on mettrait en valeur ces jeunes, comme le cas de Moussa Diaby. Moussa Diaby, j'ai dû aller à Crotone, il allait jouer un match en réserve, on a fait un voyage, parce que ça ne jouait finalement pas à Crotone. J'ai fait 2 heures de route, j'ai rejoint l'équipe. Je viens de saluer pour montrer à Moussa ou à un joueur prêté qu'on était derrière. Ce n'était pas que simplement on les voyait, c'était ça mon travail aussi. Donc j'arrive et Moussa me dit, Luis, il ne va pas me faire jouer. À l'entraîneur, en italien, même je ne parle pas très bien italien. Si on a fait tout ça, c'est pour qu'il vienne jouer. Comment? Oui, mais peut-être... Non, alors je vais appeler le président, c'est fini. Je me l'amène avec moi. Il ne va pas rester ici.
on n'est Parce que pas le les but, c'est Primavera. du temps de jeu, quoi. Et les Primavera qui joue et remplaçant, qu'il a fait, non, je vous le prends, je vais appeler le président, c'est fini, il n'y a pas de prêt. Comme direct au coach. Le coach m'a dit, non, Luis, on appelle à Moussa. Moussa, est-ce que tu es prêt pour jouer? Tu te sens bien? Ah oui, je veux jouer. Ok, demain tu vas jouer. Et à la collation, à l'endemain qu'on devait, j'étais accompagné pour faire la traduction, pour le mettre. Match, il joue, il marque un but, 2 passes décisives, 3-1, match de la Primavera. Donc c'est-à-dire que c'était tout un ensemble. Effectivement, ce n'est pas que ça arrivait à... Les ventes, ça arrive comme ça. C'est un travail derrière. Et les journalistes jamais, ou les spécialistes, ça ne donnait pas trop d'importance. C'était... En fait, à l'époque, c'est vrai, alors, on parle surtout parce que Enrique était critiqué par les médias ou par les spécialistes en disant, par exemple, on le reprochait d'avoir raté des transferts. On lui avait reproché le défenseur De Ligt en disant que non, il n'avait pas fait tout ce qu'il fallait, alors qu'aujourd'hui, la vérité, c'est que De Ligt avait choisi la Juventus, tout simplement. Il y avait la proposition du PSG, qui était une très bonne proposition. Il y avait la proposition de la Juve. C'est le joueur qui choisit à la fin. Mais c'est le football. C'est le football. Mais il a été critiqué en terreau. Alors, comme tu dis, la partie vente, fair play financier, on peut rater. En parler, finalement. Tout le monde, aucun dans ce monde de football, personne n'arrive à faire 100% de... on a sûrement, on a donné le plus important, qu'on a donné l'énergie, toute l'énergie, que même cette énergie que j'ai donnée, aujourd'hui, on va dire, j'ai sorti, on va dire, je respire, je suis très bien d'ici, même content, parce que bon, j'ai donné beaucoup, mais bien, dans le sens que je suis fier d'avoir participé à tous ces projets. On a fait des choses bien, mal, c'est normal, mais au moins on a tout donné, que c'est le plus important. Et ces petits points de vente, aussi, c'est pour ça que je remarque, je voulais la resalter, comment dire, je voulais faire la lumière dessus. La lumière, que vendre, c'est pas facile. Donc on était jugé, quelquefois, bon, c'était pas trop moi, parce que c'était Antero Henrique, que c'était... Et quand je lisais les critiques, ça me touchait comme c'était moi, parce qu'on fait... Tu voyais travailler, je le voyais vous tout, travaillez tous ensemble. Et on ne pouvait rien dire, parce qu'on ne rentrait pas dans ce monde. Oh, jamais, il n'y a aucun journaliste, aucun, qui va dire « Ah, lui, il m'a appelé parce qu'il veut faire rien. » Rien. On était propre, on a fait un travail clean. Et c'est ça le plus important, que parfois il manque un peu dans le football, que de faire quelque chose clean. Et c'est pour ça que maintenant... On s'est rencontrés le jour où... on se connaissait déjà, mais on s'est vu le jour où Antero Henrique quittait la Factory, sortait du parking. Et c'est le seul moment qu'on s'arrêtait. Voilà. Et c'est vrai, je dois le dire, Louis, on se connaissait un petit peu déjà, et il y avait beaucoup de monde. Et tu t'es arrêté parce que c'était moi, tu as baissé la vitre et tu m'as permis, et c'est grâce à toi que j'ai pu échanger un peu avec Antero Henrique. Et il m'a dit exactement, je dis ce que tu viens de dire, il m'a dit, on a fait des choses bien, on a fait des choses moins bien, mais en tout cas, on a fait, on a fait du bon boulot, on ne peut pas tout réussir, mais il m'a dit, moi, je suis content avec mon équipe de ce qu'on a fait, et il m'a dit, je serai à vie un supporter du Paris Saint-Germain. Mais bien sûr, et nous, même, c'est ça qu'on sent. Et on ressent qu'une fois que tu es passé, on est à vie. Aujourd'hui, on est... Les supporters, les gens, ils peuvent nous critiquer, mais on donne, on a tout donné. Pas de regret, Louis. Exactement. Et au contraire, fier. Et c'est un club, aujourd'hui, voir où on est, c'est fantastique. C'est adorable. Et bon, donc voilà, Mousse, et même, c'est pour ça que je tenais à faire cette interview par rapport à cette fois-là qu'on a vu, tout ce temps-là, quand même, j'ai beaucoup de respect par les gens passionnés, ou les supporters qui sont à fond. Donc, je sais que ces médias, ou les vrais supporters, ils les regardent, donc je voulais lui donner, je n'ai pas trop donné, mais quelque chose au moins pour qu'ils sachent. Lui rendre un petit peu hommage. Bien sûr, parce que nous, on vit grâce à ces passions. Moi, je l'ai de mon côté, mais les supporters d'aller... C'est ça que c'est notre vie. Il passe d'abord le football et après la famille. T'as tout dit, Louis, c'est ça. Allez. Louis, un mot sur ta nouvelle carrière. Tu as pris une nouvelle direction. Tu as fondé une agence qui s'appelle LF360. C'est du management sportif pour accompagner des clubs, des joueurs dans tous les clubs domaines. Simplement pour les scouting
c'est une côté C'est quand même ta externe, spécialité, quand même. voilà, comment c'est et mon réseau que j'ai à disposition. Je pense qu'aujourd'hui j'ai la chance de parler avec soit Andrea Berta d'Atlético Madrid, Fabio Paratici de la Juventus, les plus grosses légendes du football, donc j'ai les réseaux, donc je peux profiter donc simplement des scouting externes pour les équipes et pour les joueurs lui donner, comme c'est bien marqué, LF de Luis Ferrer, LF 360 parce que tout dans les mêmes toits, c'est-à-dire que tous les services. Il y a l'accompagnement dans la communication, dans les contrats. Tout, la preuve aujourd'hui est la communication. Il y a Eric Hong qui est avec nous, donc qu'il vienne et il commence. Donc voilà. Du coup, tu as réuni l'équipe, tu as des juristes, tu as des scouts. Exactement. Des, là, des côté de la com. Parce que moi, je ne me sens pas un agent. Donc, donc moi, je me sens, on va dire, toujours, on va dire, football, ce que. Il n'y a pas un titre à me donner, mais par contre, j'ai créé cette agence pour, et dedans, il y en a l'avocat Edmond Tahar, qui c'est l'un des fondateurs de voilà, PSG, exactement. Donc, et pour moi, c'est très important qu'il soit quelqu'un de la crédibilité et sérieux et travaille. Donc, on me l'a prouvé. Et Nicolas Raffard, c'est la personne de patrimoine de gestion, organisation, que aussi il travaille avec nous. Donc ces gens-là, c'est une équipe qu'on fait pour que les joueurs, pour lui donner la force aux joueurs de qu'ils fassent. Qui se disent, je suis bien entouré, si je bosse simplement. Avec Ferrer, je sais que tous les secteurs d'activité sont là. Ils sont là, au moins il y a les services qu'on rend aux joueurs pour pouvoir, c'est un peu l'idée, la même idée. Pour qu'eux se concentrent vraiment sur le football. Tout à fait. Et après, le reste, c'est la performance du joueur qui va faire qu'on travaille ou pas. C'est-à-dire que si le joueur il est performant, nous, on va travailler et mon réseau, bien entendu, qui va être là pour s'il faut monter le niveau, ça va dépendre. Voilà, donc ce n'est pas compliqué, c'est simple. Et voilà, donc mais le plus important, c'est de faire quelque chose très propre et sain. C'est pour ça que je dis, je ne suis pas l'agent, j'ai là tout ce qu'il faut dans l'agence. Ce que tu cherches, toi, c'est que avec les joueurs avec qui tu vas travailler, c'est d'instaurer un vrai climat de confiance. Et à long terme, c'est-à-dire que je ne suis là pas pour faire un coup. Non, moi j'ai ma passion, comme je disais, par rapport à Lo Celso, c'est ça l'idéal, de les récupérer, de découvrir. Il a fait la carrière, ce n'est pas quelque chose non plus, c'est simple. Mais il faut du travail. Bon, t'es heureux aujourd'hui, Luis? Je peux dire que oui. Malgré que je ne suis plus au Paris Saint-Germain, juste l'arrivée de Pochettino, que c'est... Ça t'a rendu un très bon entraîneur. Très bon entraîneur. Donc je sens que Paris Saint-Germain, ça va dans la bonne direction. Et toi, c'est le coach idéal, Pochettino? Aujourd'hui, oui. Donc, comme je dis, je sens que tout est bon dans les bons chemins pour... Attends, ça sent bon pour cette... Nous, on appelle la orejona, comment dire... La orejona, c'est la grosse oreille, la champion. Donc voilà. La coupe aux grandes oreilles. Ok. Un dernier mot, et on arrête, je t'embête plus, Luis. Maintenant, tu es un peu devenu consultant. On te voit dans l'émission de Light Football Club. Et en plus, à peine t'arrives, et tu donnes des infos directement. Non, bon. Ah, Luis, attends. J'étais là devant la télé. J'ai eu une grande chance que Canal Plus me fasse confiance. Donc, je pense que c'est la 4e, 5e émission que je participe. Et, ça te plaît? Et ça me plaît. Je ne pensais pas parce que toujours moi, je n'étais pas. Voilà, je n'étais pas jamais dans la lumière comme aujourd'hui. C'est pour ça que je voulais te poser la question. Donc, ça me va parce qu'en plus, toute l'équipe qu'il y a, c'est des vrais professionnels. Là, ce n'est pas des choses conflictives. C'est des choses. C'est pas là où tout le monde va crier. Et voilà, moi, ce n'est pas. C'est de l'analyse, chacun prend la parole. Exactement, moi, je ne cherche pas ça. Moi, c'est plutôt. Buzz, comme ils disent. Je ne cherche pas ça. Moi, c'est simplement au contraire quelque chose de football. C'est tout. Ok. Bah écoute, Luis, merci beaucoup. Merci. Merci de nous avoir accordé cet entretien. Nous, on te souhaite vraiment le meilleur pour la suite de ta carrière. Et puis, on va continuer à te suivre, malgré tout. Que ce soit au Lake, dans ta carrière, les joueurs dont tu vas t'occuper, pardon. Et puis on souhaite le meilleur, Luis. Merci beaucoup.